Bien, il est 13h35, donc voilà, on a laissé 5 minutes de battement, donc on va démarrer. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à donc un nouvel AgroConnect, hein. On va parler aujourd'hui des zones de non-traitement, donc sujet important pour vous, agriculteurs, puis également ici pour nos techniciens, hein, qui soient bien au fait de la réglementation qui évolue assez régulièrement, donc pour conseiller au mieux les agriculteurs. Et donc l'objectif pendant une heure, alors c'est Nadège, hein, qui va se présenter ensuite, elle va vous décrypter cette réglementation ZNT, hein, donc pas mal d'informations sur ce sujet. Pour le confort de tous, je vous invite à couper vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser via l'infobulle, hein, que vous retrouvez dans la barre de tâches tout en haut de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau et puis on fera des pauses avec Nadège pour prendre vos questions. Et puis voilà, vous pourrez également les poser oralement, hein. Entre chaque partie, on fera un petit temps d'échange et s'il y a des questions, on les prendra avec plaisir. Voilà, l'objectif pendant une heure un quart. Donc vous informez également que cet AgroConnect est enregistré. Et donc, vous pourrez le retrouver en replay sur notre extranet Agora. Voilà, donc je laisse la parole à Nadège, que je remercie déjà pour sa présence et pour l'intervention qu'elle va nous faire. Et puis, voilà, je vous laisse Nadège vous présenter et puis on démarre ensuite sur la présentation. Parfait, donc je prends la main. Donc je me présente, Nadège Pilonel de la société BSF. Donc je suis ingénieure conseil environnement sur la région à la fois Grand Est et Nord de la France. Et je vais venir intervenir sur des missions qui sont assez transversales, par exemple sur tout ce qui va être agroécologie, enjeux eau, biodiversité. Donc mon rôle, en fait, c'est d'être un appui donc pour nos équipes locales chez BASF, mais aussi d'avoir cette ouverture donc avec les personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit les prescripteurs ou la distribution au niveau local, tout simplement. Donc, et c'est dans ce cadre-là donc qu'on a eu cette discussion avec Emmanuel de vous faire donc cet AgroConnect spécifique au niveau des ZNT. Donc, je vais vous présenter donc le planning au niveau d'aujourd'hui. Donc, le but, c'est vraiment de rentrer un petit peu dans le détail, d'essayer de faire un petit peu du pratico-pratique, même si bien évidemment, c'est un petit peu difficile de le faire derrière un écran. Et surtout, donc, comme vous l'a dit Emmanuel, on a mis des petits temps pour poser des questions au fur et à mesure de la présentation, à la fin de chaque partie. Surtout, poser des questions. Il n'y a aucune question bête et on prendra le temps de répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, alors, au niveau de l'ordre du jour et du planning, donc, voici ce que je vous propose. Donc, dans une première partie, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, tout simplement, c'était une présentation très rapide au niveau du groupe BASF pour vous l'introduire. Et ensuite, dans une seconde partie, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, donc sur la partie réglementation liée aux ZNT. Donc pour ça, on va regarder différentes choses. Déjà, où trouver ces informations réglementaires liées aux ZNT. Et ensuite, on va partir donc sur différentes ZNT, donc les ZNT liées aux points d'eau et aux cours d'eau, les ZNT zones adjacentes non cultivées, les DVP, donc et pour finir, les DSR, donc distance de sécurité riverain ou ZNT riverain, ça va dépendre des différentes appellations. Donc, je vous propose tout simplement de commencer sur la partie, tout simplement, présentation de BASF. Donc, BASF, c'est un leader mondial au niveau de l'industrie chimique depuis fort longtemps. Pour vous donner quelques chiffres, pour vous le situer, notre chiffre d'affaires en 2019, c'était quasiment 60 milliards d'euros. Donc, c'est assez colossal. Et en termes d'effectifs, on était à 117 000 personnes, pareil, à fin 2019. Et ça va représenter, en fonction donc, des différentes activités, pas uniquement agricoles, hein, mais de toutes les activités que l'on peut avoir, environ 100 000 clients au niveau de BASF. Alors, on a différentes activités. C'est vrai qu'on connaît surtout la partie agricole, mais au final, on a beaucoup d'activités qui sont différentes. On a toute une partie très chimique. On a une partie ensuite matériaux, une partie solutions industrielles, ensuite technologie de surface, nutrition et protection. Et enfin, une partie effectivement sur les solutions à destination de l'agriculture. Donc, c'est la partie que vous voyez en orange. Et en fait, cette partie solutions agricoles, c'est vraiment qu'une
petite partie de BASF. Alors, tout simplement, je vous ai pris aussi quelques exemples pour vous illustrer là où on peut trouver du BASF, puisqu'en fait, BASF, nous sommes un fournisseur. On vend très, très peu de produits finis, mais on va contribuer à la production de produits. Donc là-dessus, vous avez 5 exemples. Je vais vous en citer juste quelques-uns que vous pouvez retrouver dans la vie de tous les jours. Vous avez par exemple en bas à gauche l'Ecovio. Donc c'est un plastique d'emballage qui est biosourcé et biodégradable, donc qui est issu de BASF. Donc on vend la matière première et ensuite les industriels fabriquent par exemple les sacs en plastique. On a travaillé aussi, par exemple, aussi avec Adidas pour avoir une mousse spécifique au niveau des semelles pour avoir justement le bon rebond au niveau des chaussures. Donc ça, c'est une technologie particulière. Et on va retrouver aussi, vous avez dû voir sur la Citroën Cactus en haut à droite de l'écran, vous avez des espèces d'air bump sur les portières. Et donc, ces différents air bumps, c'est une technologie aussi de plastique BASF qui est spécifique pour pouvoir se déformer et revenir à sa place. Donc, en fait, du BASF, on en trouve un petit peu partout dans notre vie de tous les jours. Alors ensuite, je vous ai mis un petit point très rapide sur la partie recherche, puisque la recherche pour BASF, c'est vraiment tout simplement notre ADN. Le jour où on arrêtera de faire la recherche, BASF n'existera plus. Euh, donc, c'est un budget qui est assez colossal. Vous le voyez au centre de la diapo. On est à plus de 2 millions, donc c'est énorme, à plus de 2 milliards, pardon, c'est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la répartition de la valeur dans la chaîne de recherche, ce n'est pas du tout égalitaire entre les différents segments de BASF. Donc, par exemple, vous pouvez voir que la partie matériaux, ça représente à peu près 9% de cette enveloppe. Et ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, la plus grosse partie de cette enveloppe, à plus de 40% de cette enveloppe va pour la recherche, pour les solutions pour l'agriculture. Donc pour nous, c'est vraiment des investissements qui sont importants, mais surtout des investissements qu'on fait pour l'avenir, pour continuer à évoluer. Alors, je parlais justement de l'avenir. Je vous ai mis cette petite diapo tout simplement pour vous montrer aussi le chemin parcouru. On est passé il y a fort longtemps d'un fournisseur de produits, donc à vendre exclusivement des bidons, plutôt à un fournisseur de solutions et de partenaires responsables vis-à-vis de l'agriculture en France et dans le monde. Sachant que notre panel donc s'est élargi. Avant, on était exclusivement donc sur des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on va avoir par exemple aussi des outils d'aide à la décision, des accompagnements spécifiques sur les bonnes pratiques, une offre sur la biodiversité, etc., etc. Donc, on vient enrichir en fait année après année ce panel. Sachant que chez BASF, on a toujours eu une grosse culture agriculture durable qui s'est transformée au fur et à mesure des années. Et ces dernières années, donc, on est passé sur, en plus de cette culture agriculture durable, sur une culture davantage agroécologie. Et pour cela, donc, on soutient une définition BASF, donc, qui est celle-ci. Donc, l'agroécologie repose sur des systèmes et itinéraires de production qui sont durables, rentables dans le temps. C'est vraiment un point qui est important pour nous, qui favorisent la biodiversité utile, tout en intégrant des innovations qui permettent à terme de diminuer donc des intrants et diminuer l'empreinte sur les ressources naturelles. Sachant que quand on parle d'intrants, chez nous, on parle bien de produits phytosanitaires, d'eau et d'engrais. Et donc, puisqu'après, derrière cette définition, il faut mettre aussi des actes, il y a environ 1 an et demi, on a lancé une feuille de route agroécologie. Et sur cette feuille de route, en fait, on a pris des engagements sur différents piliers, différentes thématiques qui nous tenaient à cœur. Et on s'est mis des objectifs. Et le but, donc c'est une feuille de route qui va jusqu'à 2030. Et le but, c'est régulièrement de faire des points d'étape pour voir si on va dans la bonne direction et si on valide ou pas nos objectifs. Donc, vous pouvez voir, par exemple, sur ces 6 piliers, un certain nombre qui sont importants. Donc, le premier, c'est accompagner donc, les agriculteurs dans cette transition agroécologie, donc fournir des solutions, entre autres. Co-construire avec des partenaires, tout simplement parce que nous, BASF, on ne va pas y arriver tout seul. Donc, il faut construire à plusieurs. Réduire les intrants grâce à l'innovation, qui est un pilier très important pour nous. Le 4e pilier qui fait écho au 3e, c'est réduire les impacts des produits phytosanitaires.
Le cinquième, c'est un pilier sur la communication pour faire rayonner notre vision sur l'agroécologie. Et un dernier pilier qui est tout récent, qui est apporter notre contribution pour relever le défi climatique. Et dans ce pilier, on va un peu plus s'intéresser justement au volet carbone et gaz à effet de serre. Donc j'en ai terminé pour la présentation de BASF. Donc je l'ai fait assez rapide, tout simplement parce que ce n'était pas le sujet de la journée, mais je voulais vous brosser un petit peu tout simplement cette entreprise. Est-ce que vous avez quelques questions sur BASF ou est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, donc sur cette partie ZNT? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez. Sinon, j'ai pas, Nadège, de questions dans la barre de D'accord. discussion. D'accord. Sachant que si d'autres questions vous viennent, vous pourrez les poser aussi à la fin, il n'y a pas d'ordre particulier. Alors, je vous propose de commencer donc sur cette partie réglementation. Tout simplement, ce que je voulais vous dire également en préambule sur cette partie réglementation, c'est qu'elle change rapidement et de manière constante. Donc, sur le support aujourd'hui, bien entendu, il est mis à jour. Mais pour vous donner un exemple, il y a encore des choses qui ont évolué cet été au mois de juillet. Donc, ce que je veux vous dire, c'est renseignez-vous aussi régulièrement. La réglementation évolue et on est obligé de se tenir au courant justement des derniers changements. Alors, pour commencer avec une introduction. Donc, sur ces ZNT, donc zones non traitées, elles ont été créées pour leur but premier, c'est-à-dire arriver à gérer les dérives de pulvérisation et aussi sur la partie ruissellement pour éviter tout ce qui est impact non intentionnel. Donc, ces ZNT, en fait, on va les retrouver sur l'étiquette où on va trouver une mention spécifique qui va venir les stipuler. Donc, en général, elles sont référencées sur le terme SPE3. Et je vais vous donner juste après des exemples. Et on va les retrouver de la manière suivante. Donc, pour protéger, donc soit les organismes aquatiques, soit les plantes non cibles, des arthropodes non cibles, pour protéger des insectes non cibles aussi, respecter une zone non traitée de telle distance par rapport à tel point d'eau ou telle culture, par exemple. Alors, où trouver ces informations réglementaires? Je vous l'ai dit, sur les étiquettes. Et je vous propose tout simplement de regarder des étiquettes ensemble pour vous montrer ça un petit peu plus dans le détail. Alors, pour commencer, j'ai pris l'étiquette de l'Anitop. Donc, c'est l'étiquette telle que vous la retrouvez sur le bidon. Alors, vu que c'est quand même très petit, je vous ai agrandi donc, les parties qui nous intéressent. Et vous le retrouvez ici, donc sous la mention SPE3. Donc, c'est les phrases qui vont venir nous intéresser. Ici, vous pouvez lire sur la partie supérieure. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport au point d'eau pour les applications en prélevé. Vous en avez également une seconde. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport au point d'eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les applications de post-levée. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un certain nombre de différences. Ici, si on regarde la partie catamaran, ici, on va en avoir une un petit peu différente, qui est la troisième sur le pavé, ici, où vous voyez marqué SPE3 pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone cultivée, à la zone non cultivée adjacente. Si on en prend une autre, le Dakotapé, par exemple, là, je vous propose de regarder là encore la dernière. Pour protéger les arthropodes et les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres. Et alors, j'ai un dernier exemple, qui celui-ci, alors c'est peut-être un produit qui va un petit peu moins vous parler, mais c'est un cas assez intéressant. Il y a relativement peu de produits aujourd'hui qui en ont sur les étiquettes. C'est pour vous illustrer la partie ZNT riverain, donc sur le colis. Et là, vous le voyez, pour la protection des personnes présentes et résidents, pour les usages sur vigne, puisque c'est un produit vigne, respecter une distance d'au moins 10 mètres entre le dernier rang traité et l'espace fréquenté par les personnes.
Donc, c'est pour vous illustrer un petit peu les différentes phrases que l'on peut retrouver sur les étiquettes, sachant que maintenant, on va rentrer dans le détail. Je vais vous présenter donc comment mettre en place sur le terrain ces différentes mentions. Est-ce que vous avez des questions sur la partie étiquette où on rentre un peu plus dans le sujet? Pas de questions dans le fil de discussion. Merci. Alors, je vous propose de commencer par tout simplement les plus connus, qui sont les zones non traitées par rapport aux points d'eau et aux cours d'eau. Les plus connus aussi parce que ça a été les premières instaurées, qui ont été instaurées donc en 2006. Alors, déjà, je vais vous faire un petit point très rapide sur les origines de la ZNT, surtout sur la manière dont elle est calculée. Alors, dans les grandes lignes, rassurez-vous, puisque sinon on devrait ressortir tous les dossiers tox et cotox, tout simplement pour que vous puissiez comprendre après les différences. Donc, la base de calcul de la ZNT, en fait, au départ, c'est une comparaison entre l'écotoxicité du produit ou éventuellement une mention de danger et l'exposition estimée par la PEC, la PEC, donc la concentration prévisible dans l'environnement, sachant que ce qu'il est important de retenir, c'est que cette concentration prévisible dans l'environnement, elle est dépendante à la fois de la dose appliquée et de la culture traitée. Et c'est ça qui est important à comprendre parce que justement, ça va expliquer aussi pourquoi on a des NNT sur un seul et même produit, des NNT qui sont différentes en fonction des cultures. C'est lié donc à la méthode de calcul. Et bien entendu, en plus de tout ça, dessus, il est rajouté aussi un facteur de sécurité en plus pour apporter plus de sécurité à l'approche. Alors, cette ZNT, c'est une distance à respecter vis-à-vis des points d'eau lors des traitements. Donc, ça peut être les pulvérisations ou les poudrages. Cette distance, elle est mesurée par rapport à la bordure du lit mineur d'un cours d'eau. Donc, le lit mineur, c'est là où l'eau a l'habitude de s'écouler en temps normal. Donc, sur le petit schéma de droite, ici, vous voyez au milieu, vous avez un cours d'eau. Bon, on a l'habitude de dire, par exemple, que c'est son niveau habituel durant l'année. Donc, il faudra prendre la distance par rapport aux berges, justement, de ce lit mineur. À l'inverse, le lit majeur qu'on ne va pas prendre en compte dans cette réglementation, c'est par exemple là où vient déborder le ruisseau, par exemple une fois par an. Donc cette ZNT, donc c'est bien une mention réglementaire qui est systématiquement dans l'AMM et qui du coup figure systématiquement sur l'étiquette du produit. Elle est toujours spécifique à un produit et à un usage, donc c'est-à-dire à une culture. Alors, au niveau de ces ZNT, globalement, il y a 3 classes. On a les 5 mètres, les 20 mètres, les 50 mètres. On a eu passé un temps des 100 mètres pour des risques exceptionnels, mais il me semble qu'il n'en existe plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'absence de mention sur le produit, c'est-à-dire qu'on a une ZNT de 5 mètres par défaut. Si on parle pratico-pratique, en cas de mélange de produits dans un pulvérisateur, si on a un produit sur lequel on a une ZNT de 5 mètres et l'autre de 20 mètres, c'est toujours la plus élevée qui fait foi. Donc forcément, ce sera 20 mètres pour tout le monde pour pouvoir traiter. Alors ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail des points d'eau. Donc, sont désignés comme des points d'eau qui peuvent être à la fois permanents, mais aussi intermittents. Donc, c'est-à-dire des points d'eau qui peuvent éventuellement être asséchés l'été. Cette liste des points d'eau, elle est toujours définie par arrêté préfectoral. Donc, il y a un texte qui vient les définir. Donc, c'est un code spécifique de l'environnement. Et ça figurera toujours sur les cartes au 1,25 millième de l'IGN. Sachant qu'à ça, il va falloir venir rajouter un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément présentes sur ces cartes IGN, mais qui sont tout aussi importantes en tant que point d'eau. C'est par exemple des bassins de rétention, des avaloirs, des caniveaux, des bouches d'égout, des canaux, etc.
Alors ici, je vous ai mis un exemple, tout simplement, des différents points d'eau donc sur la partie nord. Et donc, vous avez ici en trait bleu ou pointillé. Alors ici, c'est tellement petit que vous n'allez pas arriver à voir le détail, mais c'est le détail effectivement d'une carte IGN au 1/25 millième. Et sachant que ces points d'eau et cours d'eau, vous les retrouvez dans les arrêtés aussi préfectoraux BCAE et vous les retrouvez donc sur les sites des préfets en règle générale qui les mettent en ligne. Alors maintenant qu'on a parlé de la partie ZNT, vous savez également qu'on a la possibilité donc de réduire ces ZNT. Donc on a la possibilité de réduire celle de 50 ou de 20 mètres à 5 mètres. Et pour ça, il faut venir respecter simultanément donc 3 points importants. Donc le premier, c'est l'implantation d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large, donc une DVP. Si c'est des cultures hautes, il faut que ce soit arbustif. Si ce sont des cultures dites basses, ce sera herbacé ou arbustif, les deux sont possibles. En général, en grande culture, on est plutôt sur des cultures basses. Le deuxième point important, c'est la diminution du risque pour le milieu aquatique. Donc là, il faut venir mettre en œuvre un certain nombre de moyens en fait anti-dérive. Donc par exemple, en grande culture, c'est essentiellement des buses anti-dérive qui sont utilisées, mais qui doivent permettre de réduire d'au moins 66%, 75% c'est possible aussi, mais au moins 66% le risque pour les milieux aquatiques. Et là-dessus, donc, il existe une liste officielle qui est publiée donc, au bulletin officiel du ministère de l'Agriculture, que vous retrouvez aussi en ligne chez différentes instances. Hein, vous retrouvez par exemple en ligne chez Herbalis, etc. C'est une liste qui est régulièrement remise à jour et vous allez retrouver donc tout le matériel qui est homologué. Je vais vous le montrer. J'en ai fait juste un extrait ici. Donc, vous voyez, par exemple, sur les buses pour appareils à rampe, donc là, c'est bien un extrait de la partie grande culture, vous voyez, vous avez différentes marques commerciales, différents modèles, calibres, etc., qui sont homologués pour cette partie. Et la troisième condition, puisque j'en étais restée à 2, mais il y a bien 3 conditions, c'est tout simplement l'enregistrement de tous les traitements effectués sur la parcelle. Alors, si je résume, donc j'ai pris tout simplement une parcelle. Et alors, vous avez ici en bleu, j'ai simulé tout simplement un cours d'eau. Vous verrez que sur cette parcelle, donc ici, c'est censé être, donc, on va parler de n'importe quelle culture, admettons du blé. Vous avez des arbres un petit peu au milieu et vous avez en lisière ici une forêt. Alors, si on prend un exemple, tout simplement, ici, vous auriez effectivement des ZNT eau qui seraient tout simplement différentes en fonction donc, du produit que vous viendrez appliquer. Donc, vous auriez effectivement des ZNT sur cette parcelle-là à respecter donc à droite et à gauche. Alors, j'ai essayé de faire à la fois simple mais précis sur cette partie ZNT-O. À quoi? Est-ce que vous avez des questions, sachant que pour la partie qui ressemble à la partie que j'ai commencé à aborder, donc DVP, dispositif végétalisé permanent, je vais en parler juste après. A priori, c'est clair parce que j'ai pas de questions dans la barre de tâches. Alors, je vous propose de passer rapidement maintenant sur les ZNT, zones adjacentes non cultivées, sachant que vous pouvez les retrouver sous différentes nomenclatures. On peut parler aussi de ZNCA, de ZNT terrestre ou de ZNT biodiversité. On parle bien de la même chose, sachant que ce sont des ZNT qui ont été instaurés beaucoup plus récemment, en 2016. Alors là encore, c'est une mention réglementaire qui accompagne l'AMM. Donc là encore, on a une obligation de le faire mentionner donc sur l'étiquette du produit. Là encore, elle est spécifique du produit, de l'usage.
Donc l'objectif de cette ZNT, elle est un petit peu différente de la partie aqua, mais c'est toujours dans un but de protection et là, c'est de venir protéger les organismes non cibles, tels que les arthropodes ou alors, par exemple, des plantes, spécifiques vivant à proximité de la bordure du champ, qui recevra donc un traitement. Donc c'est bien pour protéger donc, la faune et la flore. Elle se décline en 2 zones non traitées, donc une partie, arthropodes. Donc en général, on va plutôt venir retrouver des invertébrés dedans, donc que différents types d'insectes, tout simplement, au sens large. Et la seconde, c'est la partie plante. Donc là encore, par plante, c'est très large, on entend plutôt la flore naturelle. Alors la problématique, avec cette ZNT, c'est qu'à ce jour, il n'existe pas, de définition purement réglementaire, donc c'est assez difficile en fait, de la mettre en œuvre. Je vous ai repris 2 illustrations d'officiels, qui se sont exprimés, là-dessus. Donc selon la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, donc ces zones non traitées, ZNCA, ne sont à l'heure actuelle pas définies réglementairement. Donc on a de la difficulté à les mettre en œuvre sur le terrain parce qu'on manque d'informations. Et alors selon l'OFB, ce qu'ils remarquent, c'est que malgré l'absence de définition officielle, il faut respecter ces mesures parce qu'elles constituent bien une obligation réglementaire. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, effectivement, c'est bien mentionné sur l'étiquette, donc il faudrait, les respecter. La problématique, c'est qu'on n'a pas tout le détail pour pouvoir bien les respecter. Donc l'objectif là-dessus, ce serait tout simplement d'essayer de faire au mieux, sachant que c'est quand même un petit peu compliqué sur le terrain. Donc sachant que, pour rappel, la police de l'eau, l'OFB, donc ils ont une mission de veiller au respect de la réglementation et dans cette mission-là, il va y avoir 2 points donc qui vont, reboucler avec nos métiers. C'est la partie pollution des milieux qui vont être particulièrement vigilants à inspecter et la partie respect, de l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires, par exemple sur des zones non traitées. Pour votre information, pour essayer de clarifier un petit peu ce petit vide réglementaire, on a l'UIPP, donc l'Union des industries de produits phytopharmaceutiques, qui a fait une proposition de définition, pour essayer d'avancer un petit peu plus sur ce dossier-là. Bon, ce qu'il faut retenir à l'heure actuelle, effectivement, c'est que réglementairement parlant, malgré les propositions, il n'y a toujours pas de cadre réglementaire clair. Donc c'est un petit peu compliqué de le mettre clairement en œuvre. Donc si j'essaye de résumer, j'ai repris donc cette fameuse parcelle. Sur cette fameuse parcelle, potentiellement, si on la regarde un peu dans le détail, vous avez, je vous avais dit tout à l'heure, une partie qui est en lisière de forêt. Donc typiquement, si sur le produit, vous avez ce genre de mention, il faudrait probablement respecter ici une zone non traitée en lisière de forêt pour voilà, respecter éventuellement, la flore et la faune et peut-être ici, en fonction de la taille de cet îlot d'arbres. Mais par exemple, sur des arbres qui seraient assez petits, vous voyez, par exemple, ponctuellement, il y aurait une haie ou 1 ou 2 arbres. Si ce serait inférieur à 3 mètres, apparemment, il y aurait une tolérance pour qu'il n'y ait pas effectivement de ZNT autour de ces points-là. Et également important à noter, si on est en limite de parcelles, par exemple, 2 parcelles qui seraient côte-côte, il n'y aurait pas forcément effectivement à mettre en place une ZNT, plante non cible ou arthropode, même si le produit effectivement a une mention, du moment où les 2 parcelles seraient vraiment collées, puisqu'il n'y aurait pas effectivement cette biodiversité-là. Alors, est-ce que cela suscite chez vous quelques questions ou est-ce qu'on avance encore?
peut avancer, je pense. Eh bien, je continue. Et alors maintenant, on va parler donc des DVP, donc des dispositifs végétalisés permanents. Et donc, on va reboucler donc cette partie-là un petit peu plus avec les enjeux hauts, sachant que celles-ci ont été instaurées en 2011. Alors, sur la partie DVP, l'objectif premier, c'est de limiter la partie ruissellement, donc le transport des produits phytosanitaires via ruissellement, donc vers les cours d'eau et pour préserver tout simplement la faune et la flore aquatique. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est que c'est une zone qui est non cultivée, donc qui est végétalisée et surtout, le point important, c'est que cette zone, elle doit être différente de la culture. On ne peut pas laisser une bande, par exemple, de blé en disant: «Je ne vais pas la traiter». Il faut que ce soit, différent de la culture de la parcelle et qu'elle soit bien entendu non traitée. Donc c'est une zone aussi qui doit être recouverte de manière permanente. Donc de manière permanente, on parle bien de toute l'année, et on vient parler donc de bandes enherbées en grande culture sur la partie culture basse. Sachant qu'à ce jour, on n'a pas forcément de liste réglementaire, de végétaux qui est adaptée en fait à cette, bande de plantes herbacées. On a quand même un petit peu de souplesse, mais il existe aussi, si vous voulez aller piocher dedans, une liste pour les bandes tampons BCAE. Et là encore, comme ce que je vous ai présenté précédemment, c'est toujours la DVP, une mention qui accompagne l'AMM et qui figure toujours sur l'étiquette. Alors, le champ d'application de la DVP, c'est le même champ d'application que les NNT aquatiques par rapport aux bordures des cours d'eau et par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les cartes IGN, les différents points d'eau, etc. C'est le même champ d'application. Par contre, ce qui va les différencier des parties ZNT Aqua, c'est que la DVP, contrairement à la ZNT Aqua, elle est absolument non réductible. Donc, si c'est 20 mètres, c'est 20 mètres, vous ne pourrez pas la diminuer à 5 mètres. Pour info aussi, sur un petit point, on va dire tout simplement un petit peu plus d'approche nomenclature. Lorsqu'il est indiqué sur une étiquette dispositif végétalisé, donc DV, il faut comprendre dispositif végétalisé permanent, donc DVP, c'est bien la même chose. Sachant que sur les étiquettes, en règle générale, quand vous avez une DVP, vous avez toujours une ZNT. Ce qu'il est important de noter, c'est que la DVP ne s'ajoute pas à la ZNT. Donc, si vous avez une ZNT de 5 mètres et une DVP de 5 mètres, eh bien, il faudra mettre en place une DVP de 5 mètres, mais ce ne sera pas 5 plus 5. Alors là encore, j'ai essayé de vous faire un petit résumé. C'est assez simple, si vous m'avez suivi, je vous ai dit que c'était le même champ d'application que pour les LNT Aqua. Donc on va encore s'intéresser à mes 2 cours d'eau qui sont en bas à droite et en bas à gauche et on va donc avoir donc selon s'il y a une mention sur le produit, on va avoir cette partie DVP. Donc ici, on avait des ZNT eau, Aqua. En fonction du produit, s'il y a une mention de DVP, on aura également effectivement une DVP au même endroit que ces ZNT eau. Alors, de la même manière, je vais vous demander s'il vous reste des questions. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a de questions vu que je n'ai pas eu de retour. Et je vous propose d'avancer. Et on va donc maintenant passer sur quelque chose de beaucoup plus récent, donc les distances de sécurité riverains ou les NNT riverains, selon comment on les appelle. Sachant que pour commencer à rentrer sur ce sujet-là, je vais commencer tout simplement par un historique. Puisque cette campagne, il s'est passé beaucoup de choses encore cet été, et il va se passer encore beaucoup de choses dans la prochaine année. Donc à aujourd'hui, je vais vous faire un point à peu près à date. J'ai essayé de vous faire quelque chose qui soit le plus représentatif possible. Par contre, je vous le dis très clairement, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer dans les prochains mois. Donc il faudra continuer effectivement à vous tenir au courant sur ce sujet-là.
Donc voici pour la partie historique. Alors pour la partie simple, depuis le 1er janvier 2020, il y a eu une mise en application des distances de sécurité riverains. L'effet important à noter, c'est que courant mars 2021, donc de cette campagne, on a le Conseil constitutionnel qui a déclaré non conformes les chartes d'engagement départementales qui étaient mises en pratique pour diminuer ces ZNT riverains et qui servaient tout simplement voilà, à avoir une concertation aussi avec les riverains. Donc, suite à ça, on a eu un communiqué en fait de la Direction générale de l'alimentation qui a indiqué que le gouvernement avait pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et qu'il fallait mettre le dispositif en conformité, mais que dans l'immédiat, les chartes restaient applicables et permettaient une adaptation des distances. Depuis, il y a encore eu des nouveaux événements, sachant que cet été, donc le 26 juillet, on a le Conseil d'État qui a ordonné au gouvernement de compléter la réglementation sur les nouvelles règles d'épandage des pesticides sous 6 mois. Donc vous faites le calcul, donc sous 6 mois, il devrait y avoir une nouvelle réglementation, sachant qu'on s'attend à un certain nombre de choses. Donc, on s'attend à ce que les distances minimales d'épandage doivent être augmentées pour des produits qui sont suspectés d'être cancérogènes, mutagènes, toxiques, notamment entre autres les CMR2. Et il est également noté que des mesures doivent être prises en compte pour protéger les personnes travaillant à proximité des exploitations. Donc avant, c'était uniquement sur la partie riverain. Là, ça viendrait également toucher un cadre professionnel des personnes qui effectuent un travail à proximité des exploitations et surtout à proximité des parcelles. Et également une information des riverains qui doit être organisée en amont de l'utilisation des produits. Alors ensuite, comment tout ça va se mettre en place aujourd'hui, on ne le sait pas, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais effectivement, sous 6 mois, il devrait y avoir un certain nombre de nouvelles. Sachant que l'année prochaine, il va y avoir aussi des élections et qu'on va probablement avoir un contexte politique qui devrait bouger. C'est aussi une affaire qui risque de prendre aussi un petit peu de retard. Donc un contexte assez particulier pour ces ZNT riverains. Donc, tout simplement, c'est une affaire à suivre. Alors, je vais quand même vous présenter donc les ZNT riverains d'une manière générale pour vous donner les grands points un petit peu importants, sachant qu'effectivement, il y aura des évolutions à prévoir. Donc, ces ZNT riverains, ce sont des distances de sécurité à respecter par rapport au voisinage des habitations ou des zones qui viendraient regrouper donc des personnes, par exemple, vulnérables. La distance à prendre en compte, c'est bien depuis la limite de propriété que cette distance va commencer à faire foi. Au niveau des différentes définitions, donc là-dessus, on a un cadre légal qui est très bien calé. Donc, on va voir par exemple la zone d'habitation. Donc, c'est défini de la manière suivante. Donc, ce sont des zones attenantes aux bâtiments habités, régulièrement occupés ou fréquentés, et aux parties non bâties à usage d'agrément contigu de ces bâtiments, c'est-à-dire un jardin. Des zones accueillant des personnes vulnérables, par exemple. Donc, c'est les lieux sensibles. Donc, vous allez retrouver, par exemple, les établissements scolaires, des crèches, des garderies, des maisons de retraite, des écoles aussi également. Et la distance de sécurité, donc, c'est défini comme un éloignement minimal entre la zone à protéger et le végétal qui va recevoir donc le produit. Et les traitements qui sont concernés, globalement, c'est tous les traitements. Donc, que ce soit de la pulvérisation, du poudrage, de la fumigation, de l'aspersion, etc., etc. Alors, elles ont été mises en œuvre, comme je vous l'ai dit, au 1er janvier 2020. Donc, pour toute solution qui dispose d'une AMM, que ce soit inscrit ou non sur l'étiquette, il y a une ZNT riverain. La première chose à regarder, effectivement, c'est l'étiquette. Si vous avez une ZNT riverain qui est mentionnée sur l'étiquette, il faut respecter la ZNT qui est mentionnée sur l'étiquette.
Si vous n'avez pas de ZNT riverain qui est mentionné sur l'étiquette, là, vous allez avoir ce cas général qui s'applique. Sachant que sont exclus des ZNT riverains les produits de biocontrôle, sauf s'il y a une mention contraire sur l'étiquette. J'ai par exemple un exemple en tête où on a un soufre liquide qui a une mention sur son étiquette de ZNT riverain. Donc, il faut toujours bien regarder l'étiquette en premier. Également, en dehors du champ des ZNT riverains, c'est hors périmètre de lutte obligatoire. Donc, en général, c'est défini par un arrêté préfectoral. En France, il n'y en a plus beaucoup. Ça ne vous concerne pas, mais vous avez par exemple en vigne des zones où il y a de la cicadelle de la flavescence dorée. C'est une obligation préfectorale de traiter les parcelles qui sont définies dans une zone géographique. Donc là, ça ne vient pas toucher la ZNT riverain n'aura pas d'incidence sur ces parcelles, par exemple. Alors, elles sont, ces ZNT riverains réductibles si la charte d'engagement est validée. Donc, c'est toujours à vérifier, bien entendu, au niveau local. Il y avait certains départements qui n'avaient pas fait de charte. Globalement, sur le nord de la France, quasiment tous les départements en avaient fait une. Sachant que pour pouvoir réduire ces ZNT, il faut avoir donc, la première chose, c'est la charte d'engagement, première chose. Et la deuxième chose, il faut pouvoir mettre en œuvre des techniques de réduction de la dérive d'au moins 66%. Et là, on retombe sur la liste que je vous ai mentionnée tout à l'heure pour réduire les ZNT à quoi? C'est la même liste. Vous voyez également sur la partie droite de ma diapo, si vous souhaitez tout simplement consulter ces chartes d'engagement riverains, vous pouvez aller alors j'ai pas de site préféré, mais celui-ci néanmoins est bien fait. Vous pouvez aller sur le site du contrat, de solutions où vous retrouvez, une carte de France où vous pouvez aller cliquer sur votre département pour obtenir assez rapidement tout simplement, la charte de votre département. Ça peut être assez pratique, surtout si vous avez des parcelles qui sont à cheval sur plusieurs départements. Sachant aussi que les distances minimales vont venir varier en fonction de la hauteur de votre culture. On fait une différence entre les cultures hautes et les cultures basses. Donc, c'est 10 mètres pour les cultures en hauteur, par exemple les vergers. C'est 5 mètres pour les cultures basses, donc type céréales. Et c'est 20 mètres pour certaines substances classées comme les plus préoccupantes et les plus dangereuses. Donc là-dessus, je vous montrerai en fin de diapo. Il existe tout simplement une liste que vous pouvez trouver très facilement sur internet, où vous avez la liste des produits avec leur nomenclature, des produits qui rentrent sous ce 20 mètres. Sachant que ce 20 mètres n'est pas réductible. Donc, si on fait un petit résumé sur la situation 1, si vous regardez votre étiquette, si vous avez une ZNT sur l'étiquette, ZNT riverain, vous l'appliquez. Si vous n'avez pas de mention sur l'étiquette, vous regardez si votre produit est éligible à une ZNT incompressible de 20 mètres. Si c'est le cas, vous mettez 20 mètres, ce sera incompressible. Si ce n'est pas le cas, ce sera la ZNT par défaut 5 mètres en culture basse, avec une possibilité, donc si vous mettez en œuvre les deux conditions citées précédemment, pour le réduire à 3 mètres. Sachant que pour les cultures hautes, c'est la même gymnastique, mais ce n'est pas les mêmes distances. Vous avez toujours le 20 mètres sur certains produits, mais sinon la distance par défaut, c'est 10 mètres, réductible à 5 mètres, voire à 3 mètres, mais pas pour l'arboriculture. Sachant qu'il existe déjà certains cas particuliers. Donc ici, je vous ai pris un petit exemple. Donc, si on a une culture basse ici, avec un pulvérisateur, en limite de propriété ici, donc à la clôture, donc le jardin, donc ce qu'on appelle une zone d'agrément, il faudrait respecter une ZNT riverain, donc de 5 mètres. Donc, ça reprend ici, vous voyez, sur la petite image, ça nous fera à peu près 3 rangs au niveau de la culture, de ce qui est symbolisé.
sachant qu'il y a déjà apparemment certains cas particuliers qui avaient été remontés et pris en compte, notamment sur des bâtiments qui avaient une fermeture administrative ou annuelle. Je dis n'importe quoi, par exemple, la centre aéré qui accueillerait des enfants que l'été, que sur juillet-août. Apparemment, il y aurait une possibilité d'avoir une dérogation. Dans ce cadre-là, il faudrait s'arranger avec le propriétaire et avoir un accord écrit du propriétaire qui accepte que la pulvérisation se fasse en limite de propriété uniquement pendant les périodes de l'année, effectivement, où il n'y a personne dans les bâtiments. Et c'est bien un accord écrit qui est indispensable. Et alors, je vous en ai parlé, c'est ce fichier ici, tout simplement, sur lequel vous allez retrouver les produits phytosanitaires qui ont une ZNT riverain de 20 mètres incompressible. Vous la retrouvez très facilement sur les différentes instances sur Internet. Ou alors, si vous voulez encore plus simple, vous tapez tout simplement produits phyto distance 20 mètres sur Google ou sur un autre navigateur. Et dans les premiers résultats, vous tombez sur cette liste. Et en plus, cette liste, elle a été mise à jour très récemment, mi-août à peu près. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette partie ZNT riverain, en espérant que ce soit le plus clair possible malgré le flou qui peut régner à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai une question dans le chat d'un agriculteur qui demande comment on pourra prévenir les riverains, par quels moyens et quel délai. C'est une très bonne question. J'ai vu passer dans la presse très récemment quelqu'un qui écrivait un billet, donc qui était soumis uniquement à son propre avis, qui faisait la réflexion suivante, qui disait: «Mais comment voulez-vous qu'on prévienne les riverains? Même nous, agriculteurs, de toute manière, avec la météo, la climato et les risques, alors, soit insectes, soit fongies et cetera, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va traiter». Donc comment arriver à prévenir les riverains avant même que nous, on sache quand on va y aller? J'ai trouvé malheureusement sa réflexion assez juste, et là-dessus, tout simplement, j'aurais pas de réponse à vous apporter. À l'heure actuelle, j'en ai absolument aucune idée, sachant que c'est une réflexion, c'est une demande du gouvernement et à l'heure actuelle, j'ai pas plus d'informations à vous apporter. Et vous disiez, Nadège, tout à l'heure, par exemple, si la parcelle est à côté d'un centre aéré et voilà, l'agriculteur pourrait contacter le directeur pour avoir son accord pour traiter, est-ce qu'on pourrait imaginer un agriculteur appeler le propriétaire d'une maison individuelle et lui demander son accord? Est-ce que ça pourrait faire Alors ça ou... oui. Oui, uniquement alors pour pouvoir traiter en limite de propriété, il faut que la maison soit inoccupée une partie de l'année. Donc par exemple, ça pourrait marcher avec une maison secondaire, si par exemple les propriétaires viennent uniquement, je dis n'importe quoi, pendant les vacances scolaires. Mais à partir du moment où la maison est occupée, c'est une obligation légale. même s'il y a accord du propriétaire? Oui, même si accord du propriétaire. Le propriétaire ne peut pas donner un accord pour, entre guillemets, «passer outre la loi». Alors j'ai des réactions et questions. Donc, en cas de contrôle, enfin, qui contrôle? Qui peut contrôler ces distances? Et quelles seraient les amendes en cas de non-respect de ces distances? Ce sont des bonnes questions. Alors, à l'heure actuelle, au niveau des ZNT riverains, on m'a pas encore remonté de cas de contrôle. Donc ce sont vraiment des choses qui sont toutes récentes. Bien entendu, je recommande à tous de bien les mettre en œuvre du mieux que vous pouvez. Ceci étant, je pense qu'il y a un fort enjeu de clarification au niveau de ces ZNT riverains et seulement après, effectivement, la partie clarification, il faudra arriver à une période de contrôle. Mais à l'heure actuelle, c'est encore un petit peu flou. Après sur la partie amende, ça peut être très variable. Vous avez en fonction des infractions relevées, en fonction de si c'est la première, si c'est pas la première fois, si c'est la seule infraction, si vous avez différentes infractions sur votre exploitation. Vous pouvez avoir des amendes qui peuvent être assez basses, même si une amende reste toujours très inconfortable, à des amendes qui peuvent aller jusqu'à, des milliers d'euros après. Est-ce qu'un terrain de sport est concerné par ces distances?
Bah, je pense que oui, effectivement, puisque c'est un terrain sur lequel, effectivement, vous allez avoir alors des jeunes et des moins jeunes, mais effectivement des riverains. Donc, effectivement, il faudrait le prendre en compte, oui. Après, sur un terrain de sport, à voir, à discuter avec les propriétaires. Je dis n'importe quoi, si c'est un terrain de foot et que les matchs sont que le soir à partir de 18 h, s'il y a un arrangement aussi à trouver pour essayer de traiter, par exemple, le matin essentiellement. En tout cas, pendant la période de non-présence des joueurs, par exemple. Ok. J'ai plus d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas par rapport à ce qui a pu être évoqué. Et oui, Eh non, ben, écoutez, je vais en profiter pour j'en faire ai une, peut-être un... Nadège, Ah, j'en ai une sur. J'ai une parcelle qui est séparée, enfin qui est séparée par un chemin. Donc il y a un chemin entre une habitation et ma parcelle. Et le fait qu'il y ait un chemin, ça m'évite d'avoir cette distance et de respecter la ZNT riverain ou pas? c'est-à-dire, vous avez une maison, un J'ai une chemin maison, et j'ai la un parcelle. chemin et j'ai ma parcelle. J'ai un chemin, je sais pas, qui fait 2 mètres. Si c'est 2 mètres en limite de propriété, c'est un petit peu ric-rac, hein. Puisqu'on l'a vu ensemble, la ZNT riverain, alors ça dépend effectivement si vous avez des mesures de réduction de la dérive, la charte, etc. Ça peut être de 5 mètres à 3. Il faut regarder après en termes de distance, mais le chemin ne remplacera pas totalement la ZNT riverain si par exemple il fait 2 mètres. Ok. Et de façon plus globale, donc vous disiez que là, dans les 6 mois à venir, voilà, il y allait y avoir des nouvelles discussions et sûrement une évolution de la réglementation. Ça veut dire une remise en cause des chartes d'engagement qui ont pu être signées dans certains départements. Oui, 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 totalement, puisque au final, ils ont estimé que la population n'avait pas été suffisamment sollicitée pour établir ces différentes chartes. Donc, de toute façon, il faudra effectivement les soumettre encore à une consultation publique, etc., et intégrer un petit peu plus les populations dedans, oui. Donc, un certain nombre de choses peuvent changer, comme aussi des choses ne peuvent aussi ne pas changer. Très bien. Je vous laisse continuer. Il y a plus de. Ah, si, j'ai une question qui vient d'arriver. Euh, Muret limite la dérive est-elle pris en compte? Mur et limitant la dérive est-elle pris en compte? Alors, vous voulez dire par rapport au sédentaire riverain, si vous avez une haie entre votre parcelle et la limite de propriété riverain? Je pense que ça doit être ça, si c'est une question. Oui, c'est ça. D'accord. Dans tous les cas, admettons, si vous avez une maison, il faudra prendre la limite de propriété. Admettons, si vous avez une haie, par exemple, qui fait 2 mètres, allez, 1 mètre, ce sera un petit peu plus logique par rapport à ce qui se fait dans la pratique. Vous avez un mur, vous avez une haie de 1 mètre, vous prenez la limite de propriété, vous allez compter 5 mètres, il vous faudra encore respecter, par exemple, 4 mètres de ZNT riverain. La haie ne va pas annuler la ZNT riverain. Elle va la réduire, là. Oui, bah, elle comptera pour un morceau de ZNT riverain. Après, effectivement, quand on regarde uniquement là, je vous parle du côté purement réglementaire, mais d'un point de vue pratico-pratique, c'est très bien d'avoir une haie entre une parcelle et une maison d'habitation. Ça sert effectivement à limiter la dérive, mais c'est pas pris en compte dans la partie réglementaire pour limiter cette ZNT riverain. Très bien. Je vous laisse continuer. Ah, si, une autre question. Est-ce que les talus herbacés sont considérés comme plantes non cibles arthropodes et les chemins enherbés? ZNT Biodive. Est-ce que les talus Mm. herbacés sont considérés comme plantes non cibles arthropodes et les chemins enherbés? Tout dépend si votre talus, c'est vous qui l'avez herbacé ou si c'est lié, par exemple, à une lisière de forêt. Si c'est, par exemple, à une lisière de forêt, effectivement, ça pourrait rentrer dans la partie ZNT arthropode, effectivement. Si c'est vous qui l'avez enherbé et qui avez fait ce choix-là, non, ça rentrera pas dedans.
Après, il faut regarder les configurations parcelles. Il faut faire c'est beaucoup de pratico-pratique et je vais déboucher après sur la diapo un petit peu de synthèse de ces différentes ZNT. Mais c'est beaucoup du cas pratico-pratique et de regarder en fait les environnements des parcelles. On vous laisse continuer. Alors pour finir justement sur cette partie résumée, donc j'ai essayé de mettre un certain nombre de choses sur une diapositive, les différentes choses que je vous ai présentées. Donc, alors sur cette parcelle, toujours cette fameuse parcelle, donc on pourrait avoir, alors bien entendu, je le répète, s'il y a une mention sur l'étiquette du produit choisi, on pourrait avoir éventuellement ici des zones arthropodes plantes non cibles. Par exemple ici, effectivement, en bordure là de forêt. Ici aussi, si vous avez un gros îlot, par exemple, d'arbres, de haies au milieu de la parcelle. Ici, ces petites bandes, vous en aurez pas parce que on va considérer dans cet exemple que ce sont des arbres isolés, inférieurs à 3 mètres. À côté de ça, ici, vous avez mes 2 cours d'eau à droite, à gauche, en bas de parcelle. Donc, on aura une ZNT aqua qui sera accompagnée d'une DVP à droite et à gauche. Si on est en limite de parcelle, admettons entre un blé et un colza par exemple, on n'aura pas de ZNT arthropode ou plante non cible puisqu'on part du principe que les 2 parcelles seront côte-côte. Ici, je vous ai mis une petite maison, donc on va rajouter également une ZNT riverain sur la partie gauche. Et là, on va à peu près avoir tout ce que l'on pourrait potentiellement avoir sur une parcelle en termes de ZNT. Alors, on est bien d'accord, hein, je vous ai pris un exemple un petit peu pire cas, que je ne vous souhaite pas. Mais qu'on pourrait rencontrer. Mais qui peut exister, effectivement. Alors, sachant qu'aujourd'hui, on a fait quand même beaucoup de réglementaires, donc c'est des notions qui ne sont pas forcément très drôles, pas forcément non plus très sexy, on va dire. Ce qu'il est important de dire, c'est qu'au-delà de la réglementation, de tout ce qu'on en est obligé de mettre en œuvre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est 2 choses. Déjà, c'est que cette réglementation, si elle existe, c'est aussi pour nous permettre d'avoir des produits aujourd'hui disponibles et homologués. Si on n'avait pas ces mentions de ZNT, de DVP, on n'aurait pas de produits qui seraient homologués. Ça, c'est la première chose. Donc, ça sert justement à avoir à disposition ces produits et ces différents usages. La deuxième chose, c'est qu'aussi avoir, on va dire, tout ce qu'on va appeler le respect des bonnes pratiques au sens large, donc pas uniquement la réglementation, mais des mesures volontaires, puisqu'on en met aussi un certain nombre en place. Donc, pour aller au-delà de la réglementation sans y être contraint, eh ben, tout tout ce respect en fait des bonnes pratiques et toute cette bonne volonté aussi, ça permet d'avoir aussi une ressource en eau de qualité, de pouvoir préserver alors, que ce soit, la biodiversité, la flore et cetera, de produire aussi des cultures de qualité et de maintenir aussi une partie eau de qualité. Donc c'est vraiment des choses qui sont importants et avec tout ce respect et on va dire toute cette bonne volonté, ça permet aussi de maintenir aussi sur le marché un certain nombre de solutions. Donc j'en ai terminé. On a essayé de faire au plus synthétique, sachant que c'est pas forcément des notions qui sont très drôles, comme je vous le disais. S'il reste des questions, je serais ravie de les prendre et puis alors des questions sur les ZNT, sur d'autres sujets, sur BASF, je vous attends. N'hésitez pas, hein, prendre la parole si profitez-en si vous avez des questions sur cette, partie-là. On a eu pas mal d'explications déjà, mais n'hésitez pas s'il vous reste quelques petites questions, on va les prendre avec plaisir. N'hésitez pas à les écrire si vous êtes un peu plus timide. Non? Bah, a priori, c'est bon. A priori, c'est bon. J'ai pas d'autres questions dans le chat.
Très bien, je sais, on a respecté le timing, il est 14h35, donc parfait, pile poil 60 minutes. Je ne sais pas si la diapo qu'il y avait derrière, c'est... D'accord, ok. C'était pour les prochains rendez-vous. En tout cas, déjà, s'il n'y a pas d'autres questions, je tenais à remercier déjà l'ensemble des participants et participantes sur cet AgroConnect. Merci pour les questions. Et puis, bien évidemment, remercier Nadège pour son intervention complète sur cette thématique. C'est toujours important, même si on sait que la réglementation, c'est pas forcément ce qui nous fait rêver, on va dire, hein, mais c'est quand même important, comme vous l'avez dit, de la prendre en compte par rapport aux enjeux, que ce soit eau, mais aussi pour avoir encore demain des solutions pour maintenir nos niveaux de productivité sur les parcelles de nos agriculteurs. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. En tout cas, merci pour cette intervention. Comme je l'ai dit en introduction, donc, on a enregistré ce webinaire, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez voilà, revoir ce qui a été présenté. Donc ça sera disponible très rapidement sur l'extranet de votre coopérative. Vous profitez également pour vous dire que l'ensemble des AgroConnect qu'on a pu faire sur le printemps 2021 sont disponibles, hein, notamment si vous voulez voir des infos sur le bio, sur les couverts végétaux, sur la HVE, sur la certification environnementale. Donc tout ça est disponible sur l'extranet de la coopérative. Et puis vous donnez rendez-vous le 28 septembre donc, pour notre prochain AgroConnect qui sera consacré voilà, aussi un sujet important hein, sur le désherbage des céréales. Donc Laurent Pinson interviendra sur voilà, quels sont on va dire, les leviers à mettre en place pour optimiser votre désherbage, donc le 28 septembre. Et puis on aura un autre rendez-vous le 16 novembre avec notre expert bio Mathieu pour nous parler des ITK sur le bio. Et puis on terminera l'année le 7 décembre avec Célie sur l'enjeu carbone, sur les crédits carbone, sur les cultures bas GES. Voilà, quels sont les enjeux, les intérêts pour vous au niveau de votre exploitation agricole. Donc voilà. Le mardi à 13h30, un rendez-vous par mois jusqu'à la fin de l'année. Et puis voilà, on bâtira un nouveau programme sur le printemps 2022. Merci à tous, merci encore à vous Nadège. Et puis on termine s'il n'y a pas d'autres questions sur cette conclusion. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.